D'un ordinateur à un autre, les données numériques parcourent en moyenne 15 000 km à la vitesse de la lumière. En quelques millisecondes, elles traversent un dédale insoupçonné d'infrastructures informatiques à travers la planète. Mon mail part de l'ordinateur, arrive à la box. De là, il descend de mon immeuble et rejoint les autres mails du quartier sur le trottoir. Avant de se rendre au centre de raccordement, le premier aiguillage du réseau. Ce bâtiment représente la porte d'entrée d'Internet. Ici, mon mail passe de mon câble individuel aux câbles nationaux et internationaux. Il quitte, en quelque sorte, la petite route de campagne pour prendre l'autoroute. À partir de maintenant, le voyage prend des allures de tour du monde. Les données peuvent emprunter des milliers de routes différentes, passer par le Japon ou l'Angleterre. Elles sont orientées tout au long de leur parcours par des routeurs, les aiguilleurs du réseau. Première halte, aux États-Unis, chez l'hébergeur de ma messagerie, Gmail en l'occurrence, cela pourrait être Hotmail ou Yahoo. Dans cette usine appelée data center, mon mail est traité, stocké et enfin réorienté, car toujours à la vitesse de la lumière, il refait tout le voyage en sens inverse jusqu'à la boîte mail du destinataire. Envoyer un mail n'est pas aussi magique qu'il y paraît. Derrière les apparences se cache une facture importante, celle de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner Internet. Et cela n'a pas échappé à l'ADEME. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a calculé le coût électrique de nos actions digitales. Le résultat sur un mail donc avec une pièce jointe, c'est à peu près, pour donner un équivalent, une ampoule basse consommation de forte puissance, qui fonctionnerait pendant 1 heure. Donc c'est pas énorme, mais quand même, si on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs, le nombre de mails, etc., ça fait quand même, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Bon, envoyer un mail avec une pièce jointe nécessite 24 Wh. Une ampoule allumée pendant 1 heure. Sans pièce jointe, c'est en moyenne 5 Wh. Soit. Mais voilà, chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés. Vous avez du mal à vous représenter ce chiffre ? Cherchons des équivalences. 10 milliards de mails, c'est en moyenne 50 gigawattheures. L'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Ou si vous préférez, 4000 tonnes équivalent pétrole. 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Tout ça pour 1 heure d'échange de mails sur le réseau. Et c'est sans compter tout ce qu'on peut faire d'autre sur le net. Pour fonctionner, Google à lui seul exige en continu autant d'électricité que la ville de Bordeaux. Disséminés un peu partout dans le monde, les data centers sont devenus les temples stratégiques de notre économie digitale. Bâtiments hypersensibles, puisque c'est là que sont traitées toutes nos données numériques. De l'extérieur, rien ne les distingue d'un hangar quelconque, sauf peut-être les caméras de surveillance qui éloignent les curieux. Sous leurs apparences d'entrepôts autistes, les data centers avalent des quantités phénoménales d'électricité. Ces usines d'Internet fonctionnent jour et nuit, sans interruption.
Identification réussie. À l'intérieur, des dizaines de milliers d'ordinateurs traitent les transactions financières, calculent nos impôts, trient nos photos. Ici se concentrent les plus gros besoins énergétiques d'Internet. Un data center, c'est le centre qui produit des datas. Donc en fait, c'est une usine numérique et une usine qui prend de l'information, qui la transforme et qui rend de l'information. Les serveurs n'ont pas le look de votre ordinateur chez vous. On les appelle des pizza box. Ils sont très plats et profonds comme ça, et on les installe de cette manière-là. Vous pouvez en mettre environ une quarantaine. Dans cette salle, il y a plusieurs centaines de baies, et on a 4 salles comme ça, il y a plusieurs milliers de baies en tout dans le data center. Vous l'avez déjà constaté, quand vous travaillez avec votre ordinateur sur les genoux, il chauffe. Imaginez maintenant la chaleur dégagée par ces dizaines de milliers de machines côte à côte. En quelques minutes, la température peut monter ici sans climatisation de 22 à 28 ou 30. Et ça, les serveurs n'aiment pas du tout. Pour éviter que les ordinateurs ne surchauffent, les climatiseurs tournent 24 heures sur 24. Ces énormes systèmes de refroidissement représentent 40% de la facture électrique d'un data center. Pour vous donner une idée, une climatisation comme ça suffirait largement à refroidir un hôtel de 50 chambres. Et nous, il nous en faut des dizaines. Un data center, c'est donc des ordinateurs connectés au réseau. Il y a d'un côté le flux des données numériques, de l'autre, le flux du courant électrique. Le travail des ordinateurs, car ils travaillent, dégage de la chaleur. Il faut donc un troisième flux, celui-là d'air frais, pour refroidir le tout. C'est cet ensemble qui est extrêmement énergivore. Un seul de ces data centers consomme en une journée autant d'électricité que 30 000 habitants. L'électricité est le carburant du réseau Internet, mais aussi son talon d'Achille. Dans les data centers, on n'a qu'une hantise, perdre les données numériques. Les serveurs des clients ne peuvent pas tomber ne serait-ce qu'une seconde, parce que les impacts sont en millions ou milliards d'euros. Quand vous allez voir un site web, vous voulez qu'il soit disponible. Si physiquement l'ordinateur ne fonctionne pas parce qu'il n'a plus d'électricité, parce qu'il n'est pas refroidi, eh bien vous n'aurez pas votre site web. Le niveau de disponibilité qui est attendu de la part des data centers est équivalent désormais à celui qu'on attend dans le milieu hospitalier ou dans le milieu du transport aérien. On ne supporte pas évidemment qu'un avion se crache, eh bien on ne supporte plus désormais qu'un data center se crache. Pour éviter le crash numérique, on multiplie tous les équipements par 2 ou par 3. Si l'un d'entre eux lâche, l'autre prend le relais. Certains appelleraient cela de la paranoïa ou du gaspillage. Ici, cela se nomme prosaïquement la redondance. Ce ne sont pas juste les disques durs qu'on va devoir sécuriser ou multiplier, c'est toute la partie distribution d'énergie, secours d'énergie, production de froid, distribution de froid. Tous ces moyens-là devront être sécurisés pour que aucun élément de la chaîne ne soit fragile. Donc ça demande beaucoup de moyens, et ces moyens consomment tous de l'énergie. On fait des métiers de parano. Il faut toujours se dire que quelque chose peut arriver, de manière à faire le travail nécessaire pour que ça n'arrive pas. Alors là, on arrive dans l'antre des bêtes. La redondance alourdit encore la facture énergétique. L'électricité de secours est fournie par des générateurs. Leurs moteurs de 3000 chevaux sont capables de propulser un paquebot. Ici, il y en a 10, prêts à démarrer au quart de tour. Le volume des données en circulation double tous les 2 ans.
C'est ce qu'on appelle le big data. Aujourd'hui, en 1 minute, 100 heures de vidéos sont déposées sur YouTube. 2 millions de recherches sont effectuées sur Google. 680 000 messages sont postés sur Facebook. Rappelez-vous, 1 heure d'échange de mails consomme aujourd'hui l'équivalent de 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Et demain, quel sera le coût énergétique d'Internet ? Les octets s'emballent, et c'est en partie lié au fait que tout peut être numérisé. Alors, Apple, Spotify ou Google proposent d'héberger nos données dans un nouveau cyberespace. Ils l'appellent joliment le cloud, le nuage. Un nom poétique, un peu cotonneux, qui ferait presque rêver. Mais concrètement, cela signifie que nos informations sont stockées dans leur data center. Tout est soi-disant virtuel et on ne possède même plus les fichiers chez soi. Il n'y a plus besoin de posséder une immense CD-Tech, DVD-Tech. Ça m'apporte rien. Par contre, accéder à une immensité de musique, partout, en permanence, me rend vachement plus service. On donne des pièces ou des hangars de plus en plus grands aux utilisateurs et les utilisateurs entassent leurs affaires, mais dans des volumes exponentiels dans ces hangars, sous prétexte qu'il y a de plus en plus de place. Alors il y a de plus en plus de place et c'est gratuit. Cette gratuité donne l'illusion que derrière, c'est dématérialisé. Non, c'est pas dématérialisé, c'est matérialisé dans un data center. Des data centers qui se construisent vite et qui exigent toujours plus d'électricité. La banlieue nord de Paris. Aubervilliers, Pantin, La Courneuve, Saint-Denis. Depuis toujours, ces villes ont été le théâtre des révolutions industrielles. Elles ont accueilli les usines polluantes de verre, de métallurgie puis de chimie. L'histoire se répète. Le nord-est parisien abrite aujourd'hui la majorité des data centers construits en France. Mais le déploiement de ces usines digitales commence à peser sur le réseau électrique de la ville. On a l'équivalent de la population d'Aubervilliers en consommation électrique consommée uniquement par les data centers. Alors quand on lit ça, forcément, c'est impressionnant. Jusqu'à maintenant, ça ne nous posait pas de problème, sauf que, évidemment, l'économie numérique croissant, là, RDF commence à dire, ça commence à chauffer dans les tuyaux. Distribuer l'électricité requiert des infrastructures. Avec le développement des data centers en Île-de-France, celle de la région nécessite plusieurs millions d'euros d'investissement. Nous alimentons entre autres des data centers. En Île-de-France, nous en avons 35 à peu près. Et aujourd'hui, ces data centers consomment 200 MW, ce qui est l'équivalent d'une ville de 200 000 habitants. Quand je me projette à 3-4 ans, ces mêmes data centers devraient consommer le double à peu près. Et si on se projette dans 10 ans, 12 ans, on devrait avoir quasiment une multiplication par 5 de cette demande. Décidément, rien de virtuel derrière nos clics. Cette demande en énergie pourrait même avoir un impact sur notre planète. En France, le nucléaire alimente en électricité nos voraces data centers. Une énergie en apparence propre et peu chère. Aux États-Unis, chez les pionniers du numérique, c'est une toute autre histoire. L'Amérique héberge la majorité des data centers du monde. Là-bas a commencé une course effrénée à l'énergie. Depuis 2007, les plus grands se sont donné rendez-vous en Caroline du Nord,
au milieu des champs. Voici Facebook. À quelques kilomètres, c'est Apple. Et plus loin, c'est un autre géant du web qui s'est installé, Google. À eux trois, ces data centers pompent 5% de l'électricité de la Caroline du Nord. Gary Cook est un activiste de Greenpeace spécialisé dans le changement climatique. Mais au lieu d'observer la fonte des glaciers, Gary, lui, étudie de près la multiplication des data centers et leur impact sur l'environnement. C'est grand. C'est le meilleur point de vue sur le data center de Google. Il y a une grande partie d'Internet juste derrière nous. Nous, à Greenpeace, nous avons commencé à nous intéresser aux entreprises d'Internet parce que leurs data centers suscitent une nouvelle demande importante en énergie. Les autorités de Caroline du Nord ont tout fait pour attirer les data centers dans l'État. Ce sont de gros clients. Ils ont une demande en électricité stable, il n'y a jamais de pic, d'intermittence. Il leur faut du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et la seule façon de répondre à leurs exigences électriques, c'est de les alimenter avec des centrales nucléaires ou des centrales à charbon. Le charbon. Qui eût cru que cette vieille énergie fossile, survivance du 19e siècle, serait le carburant de nos voyages sur Internet? Que nos posts Facebook et que nos mails dégageraient une épaisse fumée noire. Quand on te dit Internet, tu ne penses pas au charbon. Mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits, Internet est alimenté au charbon. C'est ici que le nuage, le cloud, devient réalité et touche le sol. C'est une centrale un peu vieillotte, l'une des plus grandes de la côte Est. Cette centrale a été construite bien avant Internet, il y a 50 ans, dans les années 60. Les entreprises high-tech qui sont venues s'installer en Caroline du Nord étaient attirées par les bas prix. Mais c'est une vision à court terme. Ils n'ont pas pensé au coût réel de cette énergie et à ce que d'autres auraient à payer. Certaines études feraient état de 130 morts par an et 2000 cas d'asthme liés à cette centrale. En brûlant, le charbon dégage 50 fois plus de CO2 que les autres énergies fossiles. Ces cendres forment des dépôts toxiques qui contaminent les sols et les rivières. Le charbon est la plus grande source de réchauffement climatique des États-Unis. Ce genre de centrale, c'est ça qui accroît nos émissions de gaz à effet de serre. Avec ses 11 centrales alimentées au charbon, la Caroline du Nord est l'un des pires contributeurs au dérèglement climatique aux États-Unis. Et pourtant, c'est bien ce combustible qui attire ici les plus grandes entreprises du web.